Monsieur Vernochet, bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Alors que le monde semble, que les médias français semblent découvrir le wahhabisme, aussi bien en Libye que sur la superficie utilisée par Daesh et même vers nos amis qatariyotes et saoudiens, comment analysez-vous tout d'un coup cette prise de conscience des médias français? Écoutez, là, il retombe sur la terre des réalités. À un moment donné, l'avion, à force de voler en vol plané, si je puis dire, tout moteur coupé, finit par rencontrer le sol. C'est comme ça, c'est dur. Alors, on nous parle encore du wahhabisme, je vais être court sur le sujet. On nous dit l'Arabie Saoudite, État sunnite. Non, ce n'est pas un État sunnite. D'ailleurs, les musulmans classiques, orthodoxes, traditionnels le disent bien, ça n'a rien à voir avec la sunna, c'est-à-dire tout l'ensemble à la fois coranique et des hadiths, ça n'a rien à voir, c'est une religion à part. N'oubliez pas que le fameux cheikh qui a été décapité, le cheikh chiite, a été crucifié. Cherchez dans les médias où on vous le dit, le corps a été crucifié. Après sa mort. Mais c'est du raffinement. Enfin, vous imaginez un corps décapité, planté sur une croix. Aucun média ne vous le dira. Je vous avais rencontré justement à la suite de votre livre Les Égarés, justement précisément sur le wahhabisme. J'avais eu l'impression, moi, qu'il n'y avait strictement rien en termes de littérature opérationnelle, alors qu'en 1930, on avait Xavier de Hautecloque, agent français, qui racontait exactement le raffinement des exécutions comme ça. J'ai juste l'impression qu'en termes de littérature opérationnelle, quand je vous avais rencontré justement, je vous en avais parlé, encore une fois, on redécouvre la roue, mais la question peut-être est de savoir jusqu'à quel point est-ce qu'il y a eu une intention de remplacer l'islam par le wahhabisme et de faire en sorte que personne n'y voit. Alors écoutez, c'est très simple, l'islam qui est aujourd'hui enseigné dans nos banlieues, qui se diffuse partout, c'est le wahhabisme. Il y a sur un terreau de déculturation totale de ces populations déplacées, déracinées, qui arrivent en Europe. Il y a des prêches, et ces prêches sont des prêches payés, je veux dire, financés par le Qatar, l'Arabie Saoudite et le Koweït qu'on oublie toujours. Donc ils offrent la construction des lieux de culte. Il est bien entendu que les oulémas ou les imams c'est ceux qui conduisent la prière, vont répondre à la demande de leurs commanditaires, de leurs financiers, de leurs mécènes. Même chose en Tunisie. La Tunisie semble stabilisée, mais Ennahda n'est pas loin. Ennahda c'est le parti des frères musulmans a été évincé, évacué. Mais on prêche le wahhabisme dans les rues de la Tunisie. Là aussi, nous avons une détonation tout à fait possible. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que le monde arabe lui-même est beaucoup moins habile que ne le sont nos banlieues, qui constituent le terreau. Alors, un dernier mot, c'est que pendant des années, la France, avec son hypocrisie habituelle, et même une hypocrisie majeure, a laissé faire les services de renseignement intérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque les renseignements généraux ou la DST, savait qu'un certain nombre d'imams prêchaient le djihad pour partir en Syrie. Alors le calcul il n'est pas difficile à décrypter. Le calcul des autorités françaises, c'était de se dire, à la fois on se débarrasse des têtes brûlées de nos banlieues en espérant qu'ils se fassent tuer là-bas, et en même temps on a un moyen, on a un levier pour faire tomber le régime d'Assad. Constatons simplement que partout où les clés de voûte, alors on va dire dictatoriales, appelez ça comme vous voulez, enfin les hommes forts sont tombés, Saddam Hussein, Kadhafi, et puis maintenant on essaye de faire tomber Assad. On a eu le chaos, on n'a pas eu la démocratie, on a eu le chaos. Parce que la démocratie, personne ne s'entend, c'est la foire d'empoigne, surtout dans un monde où c'est le règne des tribus, où il y a des communautés, une mosaïque de communautés confessionnelles, ethniques et autres. Comment voulez-vous trouver un ordre si ce n'est par un ordre et un pouvoir fort? C'est ça, c'est le retour de l'ordre romain, c'est-à-dire la paix publique avant les querelles religieuses. Depuis des années en Allemagne, est-ce qu'on n'assisterait pas justement à une contamination en ce sens? En Allemagne, à Francfort, c'était raconté d'ailleurs par William Engdahl, on voyait des gentils wahhabites qui distribuaient des Corans, mais des Corans modifiés. Personne ne le dit.
est-ce qu'on n'assiste pas justement à une contamination en France, justement, et en ce sens, une tentative de remplacement du vrai islam? C'est pas une tentative, c'est en cours. Le wahhabisme est en train de devenir la nouvelle orthodoxie. Alors, dans les banlieues, je l'ai dit, on a des jeunes gens totalement déracinés, déculturés, qui ont le cul entre deux chaises. Ils sont pas maghrébins, ils sont pas vraiment français. D'ailleurs, ils ne souhaitent pas devenir totalement français. C'est une culture qui leur est en grande partie étrangère, même si c'est la leur, même s'ils sont passés soi-disant par l'école de la République, qui est soi-disant donne les mêmes chances à tout le monde. Elle donne les mêmes chances à tout le monde, mais encore faut-il vouloir accepter les chances qu'on vous offre. Ça, c'est un autre problème. Eh bien, ces jeunes gens, on va leur proposer la véritable lecture du Coran, la véritable source, le retour à l'origine, en leur disant tout le reste, c'est falsification. C'est bon, le Abdel Wahab, fondateur du wahhabisme, qui avait fondé une alliance avec la famille des Séouds, le sabre et le goupillon, si l'on peut dire. Abdel Wahab était un hérétique, était un personnage extrêmement frustre, ayant peu de véritables connaissances, et qui nous a fait une lecture du Coran qui est totalement littératiste. Ce qui est très dommage, c'est qu'aujourd'hui en France, on fasse la confusion entre le wahhabisme, qui est une religion à part entière, et l'islam qui est tout à fait autre chose. Alors il y a des bons et des mauvais côtés de l'islam, mais certainement pas ceux qu'on dénonce, un islam bréviaire de haine. Je rappelle que le nom de la Vierge Marie doit être cité une quarantaine de fois dans le Coran, que ce n'est pas dans le Coran lui-même, mais c'est dans les hadiths de première source. Hadiths, ce sont les témoignages des compagnons du prophète. Je ne suis pas musulman, hein, je tiens à le préciser, j'en suis même très loin. Le Messie qui doit revenir pour l'islam n'est autre que Jésus-Christ, qui revient par le minaret nord, comme par hasard, de la mosquée des Omeyyades à Damas, mosquée des Omeyyades, qui était anciennement une basilique et où se trouve enterré Saint Jean-Baptiste. Donc le Messie des musulmans, c'est Jésus-Christ. Et c'est dit partout. Mais ça, qui le dit aujourd'hui ? C'est le vrai. Alors, on confond wahhabisme et islam. Alors, l'islam, encore une fois, la France n'a pas vocation à devenir musulmane. Mais essayons de comprendre, d'identifier le mal, de nommer le mal, si on veut pouvoir le soigner, le curer. Encore faudrait-il qu'il n'y ait pas un cloaque à la tête de l'État français qui mélange tout et qui crée et entretient la confusion au nom des droits de l'homme, des grandes doctrines et des soi-disant valeurs de la République. C'est ça, donc à partir d'un message initial du vrai islam qui est, à vrai dire, tout à fait similaire à celui de la vraie chrétienté, on arrive donc à une logique orwellienne où on remplace ce message-là par la chose la plus violente qui soit afin d'en faire justement des foyers de guerre dans le monde entier. On le voit là avec ce qui est en train de se passer en Libye. On est en train de nous dire, oh là là, Daesh et les Wahhabites... Écoutez, en 1917, on a essayé de soulever les masses ouvrières et surtout paysannes en Russie. D'ailleurs, Lénine, à un moment donné, désespéré de pouvoir y réussir, puisqu'il y a eu un très grand ministre qui s'appelait Stolypine, mais qui a été assassiné par des fanatiques religieux et messianiques. Ce grand ministre avait réconcilié la terre avec le pouvoir autocratique du tsar Nicolas II. Stolypine est assassiné et on soulève ces masses en leur promettant aux paysans la terre, ce que Stolypine leur avait donné, en leur promettant la terre, c'est-à-dire en fait en promettant le pillage, brûler les fermes des paysans riches ou des hobereaux, à l'armée, quittez l'armée, retournez-vous aux ouvriers, prenez les usines. On sait ce qui s'est passé, l'économie s'est effondrée et le véritable marxisme, l'expérience marxiste était déjà terminée en 1921. Ce que personne ne dit, ne dira jamais, et ensuite c'est maintenu uniquement par la terreur, le régime de la terreur. Pillage, guerre civile, pillage, terreur. Aujourd'hui, on ne dispose plus de ces masses paysannes et ouvrières, il n'y a plus d'ouvriers, il y a des robots. Et les ouvriers, les grands ateliers de la planète sont en Chine. Donc que fait-on ? On fait venir des millions d'immigrés, on fait venir des musulmans revendicatifs, ils franchissent les frontières, ils parlent de leurs droits.
J'entendais aussi des Tunisiens dire mais l'Europe doit nous financer, doit payer, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le tonneau des Danaïdes. On le sait bien. Aidez-vous vous-même et Dieu vous aidera. Aidez-vous, réduisez votre démographie, j'insiste bien sur ce point, ce dont personne ne parle, et l'Europe pourra vous aider à construire une société nouvelle. Parce que ne nous leurrons pas, mais tout autour de la Méditerranée, ce sont autant de barils d'explosifs dont la mèche est allumée et qui nous entourent. Alors Madame Merkel est en train de naufrager l'Europe. Il serait temps d'ailleurs de dégager véritablement les Merkel, les Hollande et les Cameron. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Ce qu'on oublie, c'est que la transition démographique se serait faite. Un pays comme l'Algérie, d'ailleurs, l'a beaucoup plus fait que les autres. Simplement. Non, Bourguiba, celui qui a géré l'indépendance avec la France, c'est le premier dans le tiers-monde, à avoir instauré une politique de contrôle, je ne dirais pas de planning familial, mais de contrôle des naissances. Je ne sais pas où elle en est, mais elle a dû être abandonnée avant même l'Inde. La Chine suivra par la suite. Baste de la culpabilisation, de la colonisation, on devrait tout à tout le monde. Rappelons que la colonisation française de l'Afrique, je ne parle pas des comptoirs, les échelles, les escales, les comptoirs qui étaient installés sur la côte occidentale de l'Afrique. En dehors de cela, la colonisation a duré stricto sensu 50 ans. 1885, 1930, on va par là, 1935, à partir de là, c'était la colonisation, n'était plus la colonisation, c'était tout à fait autre chose. Mais on nous parle de la colonisation comme s'il avait duré 4 ou 5 siècles ou 10 siècles d'exploitation, de servage. Bon, revenons sur cette question, il faudrait que les Français, une bonne fois pour toutes, laissent tomber cette culpabilité, qu'on nous jette plus au visage et en permanence notre dette, et qu'on voit ce que l'on a fait avant et après les indépendances. Et puis il faudrait voir aussi, contrairement à ce que l'on pense, Daesh se porte pas mal. Les Toyota blindés armés de Daesh sont en route vers les puits de pétrole libyens. Le cœur même de Daesh en Libye est à 85 kilomètres de Tripoli, de la capitale. Merci Monsieur Sarkozy, merci Monsieur Kouchner, merci Monsieur Bernard-Henri Lévy, Monsieur Sarkozy qui disait non, je ne regrette rien, non, rien de rien, je ne regrette rien, s'il était à refaire, la Libye était menacée d'un bain de sang, mais le bain de sang il est continu depuis qu'on a soi-disant libéré la Libye. Il y en a également marre d'entendre ces gens toujours parler de dictature. J'entendais une intellectuelle, une femme savante qui nous parlait de la dictature en Iran. Qu'elle aille en Iran. Il y a un parlement, il n'y a qu'une communauté juive qui se réduit à 60 000 personnes. Elle a un député au Majlis. Les Mazdéens ont des députés au Majlis. Les Arméniens ont des députés au Majlis. Majlis qui est le parlement. Alors c'est une théocratie parlementaire, certes, mais elle n'est pas pire que celle d'Israël où c'est aussi une démocratie. Alors bien sûr, c'est un régime qui essaye de se tenir, malgré un embargo extrêmement sévère. Arrêtons de dire des bêtises comme M. Juppé à propos du nationalisme. Le nationalisme, c'est la guerre. Si on regarde bien l'histoire récente, sur un siècle, à chaque fois que les socialistes ou les radicaux avant les socialistes ont été au pouvoir, ou les sociodémocrates, ça a toujours été la guerre. N'oubliez pas que la guerre d'Algérie, c'est M. Guy Mollet, c'est la SFIO, etc. Arrêtons le Front populaire, qui d'ailleurs va renvoyer d'énormes masses d'immigrés polonais en Pologne. On s'embarrassait pas, on prenait pas de gants à l'époque. Allez, on renvoyait les gens chez eux. Eh bien, 3 ans après l'installation du Front populaire, c'était la guerre. Il faudrait peut-être y penser. À chaque fois qu'on a des gouvernements de gauche, c'est la guerre. Alors, nous dire, comme M. Juppé, que le nationalisme, c'est la guerre. Non, là quand même, j'espère que les Français ne sont pas bêtes, stupides et jobards au point de suivre ce genre d'individus. Donc arrêtons au nom des droits de l'homme, des soi-disant valeurs de l'Europe et de la République, tout ça ne veut rien dire, c'est un langage creux. Si les révolutionnaires de 1793 étaient présents, les valeurs de la République les feraient s'esbaudir royalement, si je puis dire, parce que les valeurs actuelles sont bafouées, la Constitution est trahie, et nous nous enfonçons
dans la guerre et sans doute peut-être dans la Troisième Guerre mondiale. Un mensonge de 100 ans qui terminera mal. Pensons aux tensions, on peut conclure là-dessus, aux tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Le Soudan, le Nord-Soudan, vient de rompre ses relations diplomatiques. Bahreïn également avec Téhéran. Erdogan, qui est un mégalomane, un fou, un kémaliste islamiste, ce n'est pas incompatible. Nous concocte aussi de très mauvaises surprises, alors que l'embargo russe sur les produits à destination de la Turquie commence. Donc en fait, le bal vient de s'ouvrir. Tout à fait. Bonjour 2016. Et ce qu'on oublie, c'est que les blocus initient souvent les guerres juste après. C'est ce qui se passait dans les années 30. C'est exactement la même logique. C'est quand on oublie le passé qu'on se condamne. Les résultats et les conséquences de cette situation risquent d'être tout à fait dévastateurs. Bien.